Bonjour, mon nom est Isabelle Gagnon, bienvenue à Accès MRC. Aujourd'hui, je reçois Danny Côté, historien et auteur du livre Nutrinor, une coopérative hors norme. Bonjour, M. Côté. Allô, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Auteur de ce magnifique livre qui a été lancé le 15 février dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle de Nutrinor, qui souligne son 75e anniversaire. Exactement. Cette année. Comment est née cette collaboration-là entre vous et Nutrinor? Ben, dans le fond, c'est ça, c'est que Nutrinor, qui est toujours soucieuse, dans le fond, de parler de son histoire, voulait célébrer son 75e anniversaire parce que c'est une date importante, un 75e anniversaire, surtout pour une coopérative, parce qu'il n'y a pas beaucoup de coopératives qui sont rendues aussi loin que ça, c'est ça exactement. Ça fait que dans le fond, ben, ça a été par contact qu'ils recherchaient quelqu'un quand même, un historien d'expérience, parce qu'ils savaient que ça allait être un gros dossier. Puis ben, c'est venu jusqu'à moi, on s'est rencontrés, puis ça a cliqué tout de suite, le projet m'intéressait beaucoup. Parce que vous en êtes vraiment pas à vos premières armes dans ce type d'ouvrage-là. Oui, ben, c'est mon 16e. C'est mon 16e livre sur l'histoire de la région. Ouais. Ben, en fait, j'ai écrit 15 livres sur l'histoire de la région, puis un roman aussi en 2015. D'accord. Et ça a été un travail colossal, j'imagine, de recherche, parce que là, on parle d'un livre d'environ 300 pages, 300 ce qui n'est pas rien. Ouais. Parlez-nous un peu du processus. Qu'est-ce que ça exigeait comme recherche? Vous avez dû fouiller des tonnes et des tonnes de photos, d'archives. Au départ, c'est pas parti tellement bien dans ma tête parce que les archives de Nutrinor ont brûlé 2 fois. Oh, c'est un mauvais départ. C'est ça. Pour un historien. C'est ça. Au départ, la plupart des documents ont été détruits par le feu. Dieu merci, les documents les plus importants, qui sont les procès-verbaux de Nutrinor puis de ses ancêtres, eux, étaient dans une voûte. Parce que c'est des documents vraiment importants. Fait qu'ils ont été conservés, Dieu merci. Puis, j'ai fait des recherches aussi au niveau des articles de journaux. Je cherche. J'en ai trouvé 4000. 4000 articles de journaux que j'ai lus au complet. J'ai lu donc presque une dizaine de milliers de pages de procès-verbaux, puis une centaine d'autres documents. Ce qui fait que je me suis ramassé, dans le fond, à la fin, j'avais beaucoup d'informations. Comment on fait le tri de ça? Ben, c'est ça, le défi, ça a été de classer tout ça. Parce que ce qu'il faut dire à la base, c'est que Nutrinor a eu 2 ancêtres importants. Il y a tout d'abord la chaîne coopérative du Saguenay, qui a été fondée en 1949. Eux, leur premier projet, ça a été de bâtir un abattoir à Saint-Bruno. Tout est parti de là. D'accord. Donc, la chaîne coopérative a construit un abattoir. Puis ensuite, à travers le temps, ils ont commencé à diversifier leurs services aux agriculteurs. C'est là qu'ils ont commencé, entre autres, à vendre de la machinerie agricole, de l'essence et du diesel. Puis des quincailleries, en tout cas, ils se sont diversifiés comme ça. Fait que le premier enceinte important de Nutrinor, c'est la chaîne coopérative. Ensuite, dans les années 70, tu as l'Association coopérative laitière, qui, eux autres, comme le nom l'indique, se sont occupés vraiment de la production et de la transformation de lait. Puis ensuite, dans les années 80, ces 2 organismes-là ont fusionné pour créer Nutrinor. D'accord. Donc, est-ce qu'il y avait des archives d'un côté comme de l'autre ou tout était rassemblé? Oui, tout était là. Oui, OK. Oui. Tout ce qui n'a pas flambé. Dans le fond, c'est ça. Tous les procès-verbaux, entre autres, avaient été conservés depuis, en fait, 1944, parce que c'était un premier organisme, je pourrais dire primitif, qui s'appelait les abattoirs du Saguenay. C'est eux, dans le fond, qui sont devenus la chaîne coopérative qui ont construit l'abattoir. D'accord. Fait que tout ça réuni ensemble, des documents, j'en avais beaucoup. J'en avais plus les photos, j'imagine. Oui, encore là, les photos, j'ai dû en avoir 2-3 000 facilement. J'en ai numérisé environ 600. Puis il y en a 300 dans le livre. Puis des photos, là, les gens me l'ont dit, c'est vraiment incroyable, les photos que j'ai réussi à trouver. Oui, effectivement. Parce qu'encore là, j'ai eu la chance de collaborer avec toutes les sociétés d'histoire, dont celle-là de la MRC ici, Domaine du Roi, Société historique du Saguenay, Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Toutes les sociétés d'histoire avaient des photos d'un petit peu partout. Ce qui fait qu'encore là, le problème, ça a été de faire un tri de tout ça. J'en ai numérisé 600, puis j'en ai utilisé, comme je vous disais, environ 300 qui sont dans le livre. Si je ne me trompe pas, vous avez fait aussi
des entrevues? Vous avez eu des témoignages Oui, de bien c'est gens? ça, parce que quand on fait un livre d'histoire, c'est un petit peu comme construire un casse-tête. Les archives fournissent la plupart des morceaux, mais il reste quand même des trous. Puis Dieu merci, ces trous-là, on peut les combler grâce aux êtres humains. Donc, j'ai rencontré une dizaine de personnes, employés, anciens employés, administrateurs. Donc, j'ai rencontré une dizaine de personnes. J'ai fait des entrevues. Il y en a que ça a duré presque 3 heures en tout. Puis, comme je savais les morceaux qui manquaient, ben j'ai justement discuté avec ces gens-là pour me donner les informations qui me manquaient. Ce qui fait que j'ai réussi, grâce aux archives puis aux êtres humains, à avoir un portrait vraiment global de l'histoire de Nutrinor, de ses ancêtres. Et tout ce travail-là, Ouais. monumental, Ouais, faut le dire, ouais. c'est impressionnant quand même, c'est déroulé sur quel intervalle? Environ 18 mois. 18 mois seulement? Ouais, ben ça a été un dossier quand même qui a été assez rapidement, mais comme je dis, avec l'expérience et tout ça, lire les archives, à un moment donné, on s'attelle là-dedans, ça dure 1 mois et demi, puis c'est fini. D'accord. Puis les entrevues, puis dans le fond, comme je vous dis, le gros du travail, c'est ensuite prendre toutes les informations, envoyer ça dans une espèce d'entonnoir pour donner le livre là, qu'on a aujourd'hui. D'où l'importance probablement d'avoir un historien et pas seulement un auteur. Ah non, non, pour, je veux dire, pour quelqu'un qui n'a faire pas un ouvrage comme ça. qui n'a pas d'expérience en son histoire, se serait planté. Je veux dire, c'est mon 16e, puis c'est grâce à ça que j'ai pu faire cet ouvrage-là d'importance. J'aurais pas pu faire ça au début quand j'étais jeune historien à peine sorti de l'université. Là. Ça aurait été difficile. On parle de 18 mois pour le travail de fouillage d'archives et de tout ça, pour la rédaction en tant que telle, et puis le montage pour du la livre, réalisation, pour la réalisation, parce que vous avez vraiment j'ai tout fait tout là. au complet sauf la page couverture. Parce qu'à partir du moment où j'ai les informations puis les photos, moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai une espèce d'image dans la tête. Puis le montage du livre, c'est la concrétisation de ce que j'ai dans ma tête, avec les photos, les informations, le texte qui a été fait. Puis dans le fond, c'est la partie que j'adore énormément, c'est moi qui fais le montage du livre. Ce qui fait qu'à partir du texte que j'ai écrit, je sais que telle photo va aller à tel endroit. Ça prend une mémoire phénoménale. Oui, ben faut le dire. Je sais pas, je fais comme ça. Parce que, bon, il n'y a pas peu de texte là, dans le livre. Là. On peut donner il y a beaucoup de une idée là, de ce à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment... Bon, c'est pas un album de photos. Non, c'est pas un album de photos, effectivement. Il y a autant de texte que de photos. Oui. Sinon, plus de texte un petit peu. Mais je sais pas, je fais comme ça. J'écris le texte, j'ai les photos, j'ai des images dans ma tête, puis dans le fond, le montage, c'est la concrétisation de ce que j'ai dans ma tête. Je l'envoie sur le logiciel qui sert à faire le montage, puis ça donne ce produit-là. On peut parler de sa structure, puis aborder en même temps un peu l'histoire de Nutrinor. On a parlé des tout débuts, là, mais de comment ça a évolué. Il est structuré en 6 parties. Ben c'est ça, c'est que moi, dans le fond, tant qu'à parler l'histoire de Nutrinor, comme je dis, c'est un petit peu comme un entonnoir. J'aime parler d'avant Nutrinor, parce que pouf, Nutrinor n'est pas apparu d'un coup. Là. Oui. Je veux dire, je parle entre autres de l'apparition des coopératives agricoles au Québec, qui a été un événement majeur. Donc, on intègre l'histoire. Moi, ben, c'est ça, du Québec au complet, parce que ce qui se passe dans la région, c'est relié avec le Québec, c'est relié avec le Canada, c'est relié avec le monde. Puis c'est ce que j'explique là-dedans, c'est qu'il peut y avoir à un moment donné des décisions, même au niveau mondial, qui vont avoir de l'impact jusqu'ici. Tu sais, tous les traités, le GATT puis l'ALENA, c'est signé en Europe, aux États-Unis, mais veut pas, on est interconnecté avec eux. Fait que des fois, il y a des décisions qui vont être favorables aux agriculteurs de la région, puis il y a des fois que ça va être des décisions vraiment désastreuses, mais ça, c'est l'histoire de l'industrie puis de l'économie, c'est ça. Donc, il y a une partie qui est dédiée, vous l'appelez la genèse. Moi, qui explique un petit peu, effectivement, l'apparition des coopératives de la région, des coopératives autant agricoles que de construction de résidences. On parle de l'apparition des coopératives qui vont mener à celle-là de Nutrinor, là, comme je disais en 1980, début des années 80. Puis ensuite, on parle des secteurs d'activité. Oui, ben c'est ça, parce qu'encore là, l'agriculture, c'est très large. Puis un agriculteur, admettons, qui est spécialisé dans l'industrie laitière, il n'y aura pas les mêmes besoins, il n'y aura pas le même type d'équipement, il n'y aura pas le même type de ferme. Fait que j'explique un petit peu tout ça en même temps, là, selon le type de ferme, qu'est-ce qu'il va y avoir au niveau de l'évolution technologique aussi. Parce que je donne un exemple.
l'arrivée de l'électricité dans les campagnes dans les années 40, ça a été un tournant vraiment majeur. Parce qu'avant ça, ben, tout se faisait à la main. Puis c'est pour ça, il y a un lien direct de la technologie avec les familles. Parce que jusqu'à l'arrivée de l'électricité, plus tu avais l'enfant, plus tu pouvais avoir de vaches. Mm-hmm. C'est direct comme ça. Si tu avais 5 enfants, tu pouvais avoir, admettons, 10 vaches. Mais si tu avais 12 enfants, ben, tu pouvais monter jusqu'à 20-25 vaches. Ça faisait plus de monde pour traire les vaches puis s'occuper de la ferme. C'était directement relié. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que dans la région, on a eu des grosses familles jusqu'à l'époque de mes parents, dans le fond. Parce que les fermes on avait besoin de beaucoup de technologie, mais il fallait avoir les moyens d'acheter les tracteurs puis tout ça. Puis jusque dans les années, je dirais, 1950, on n'avait pas les moyens de mécaniser les fermes. Mm-hmm. C'est ce que j'explique un petit peu là-dedans aussi, que la grosseur des familles, comme je disais, est directement reliée à la grosseur de la ferme puis d'animaux qu'on avait. Mm-hmm. On parle de l'agroalimentaire, évidemment, qui a été le départ, en fait, de Nutrinor, carrément. de l'agriculture, évidemment. On vient d'en parler. Il y a le secteur énergie aussi. Comment c'est arrivé, ça, que Nutrinor s'est lancé dans le secteur de l'énergie? Bien, c'est que dans le fond, la chaîne coopérative du Saguenay, comme je disais tout à l'heure, son but, c'était de fournir des services aux agriculteurs. Mm-hmm. Puis peu importe le secteur d'activité, quand on achète en gros, on paie moins cher que quand on achète en petite quantité. C'est la même chose quand tu vas dans les Costco, tu payes moins cher. Puis bon. C'est un principe connu. Oui, ça veut dire qu'en agriculture, c'est la même chose. Puis comme chaque agriculteur, à un moment donné, dans les années 40-50, on commençait à acheter des tracteurs puis d'autres équipements de ferme, ben c'est là qu'on s'est rendu compte qu'acheter à des grossistes, ça coûtait moins cher. Puis c'est pour ça que la chaîne coopérative, dans le fond, est entrée de plein pied dans ce secteur-là, autant donc pour l'essence que pour le diesel, que pour les mazoutes, pour le chauffage. Autant des maisons que des fermes. Oui. Puis, elle est devenue distributeur, dans le fond, de tous ces produits pétroliers-là. Puis, plus tard, c'est ajouté aussi le gaz naturel. Et là, on veut se lancer dans l'électricité. Oui. Dans l'éolienne. Bien, c'est ça, ça fait pas longtemps. C'est l'histoire récente, en fait. Oui, c'est à la fin de l'année, on a annoncé qu'on avait un partenariat avec un partenaire majeur. Puis là, on est en train d'évaluer les possibilités, où est-ce qu'on va construire les éoliennes, comment on va en construire, etc. Un petit peu comme ce qui s'est passé au Lac-Saint-Jean il y a quelques années. Et Nutrinor, ce n'est pas que ça non plus, c'est aussi le commerce de détail. Oui. On peut en parler un petit peu aussi. Comment c'est arrivé, ça, le commerce de détail? Bien, premièrement, on peut parler des quincailleries. C'est le même principe que l'essence. Quand on achète, admettons, des 2x4 en gros, un grossiste, bien, plus tu en achètes, moins ça te coûte cher. Fait que ça a été le même principe parce que pour construire des bâtiments de ferme, c'est toujours des bâtiments énormes. Je veux dire, si vous voyez les fermes d'aujourd'hui, c'est des bâtiments qui mesurent plusieurs centaines de pieds de longueur. Fait que construire des granges, des poulaillers à l'époque, les maisons, encore là, c'est le même principe. La chaîne coopérative, dans le fond, a décidé d'ouvrir des quincailleries pour permettre aux agriculteurs d'acheter beaucoup moins cher que dans les quincailleries traditionnelles. Monsieur Côté, il y a aussi des secteurs où Nutrinor a fait des incursions ou essayé des trucs et qui ne sont plus en fonction aujourd'hui, où Nutrinor a laissé tomber. Bien, dans le fond, comme je disais, la diversification, la plupart du temps, ça marche, mais il y a des fois aussi où ça a été un petit peu plus difficile. Je donne un exemple de l'exploitation forestière. Dans les années 70, la chaîne coopérative a acheté une scierie qui allait plus ou moins bien à l'adorer. Puis elle a essayé de la remettre en marche, mais comme il y a eu des problèmes d'approvisionnement en bois, de technologie, parce qu'il fallait énormément mettre d'argent pour remettre la scierie en état au niveau de la machinerie, ben ça a marché 3 ou 4 ans, puis la chaîne coopérative a été obligée de revendre la scierie à Denoyou, dans le fond. Ça, c'est un exemple. Donc, il y a eu une incursion au niveau de l'exploitation forestière, mais ça n'a pas tellement bien été. C'était quoi l'intérêt? C'était pour fournir les quincailleries? Ou oui, exactement. Oui. C'est ça, dans le fond, c'était un petit peu ce qu'on appelle en économie de l'intégration verticale. On achète des quincailleries, puis si on réussit à produire du pain qu'on va revendre... On se fournit nous-mêmes. C'est ça, on fait double profit, dans le fond. Mais ce marché-là était très difficile dans les années 70, puis la chaîne coopérative a laissé aller là, rapidement. Il y a aussi, au niveau du traitement des sols, ils ont créé une entreprise qui s'appelle Trétasol à Saint-Bruno, qui était là pour, encore là, comme Nutrinor avait des garages,
À un moment donné, il y a eu une vague où il a fallu décontaminer les sols qu'on avait dans ces garages-là à cause des réservoirs de pétrole qui fuyaient et tout ça. Fait qu'ils ont créé leur propre entreprise de traitement des sols qu'on appelait Trétasol, justement. Mais encore là, c'était très technologique. Puis à un moment donné, tu sais, c'est de la chimie, puis c'était vraiment compliqué. Ça fait qu'ils ont laissé tomber ce secteur-là aussi. Puis un dernier secteur où on a fait une incursion quand même assez longtemps, c'est la vente de camions. D'accord. Les garages aussi, la réparation et la vente de camions. On a fait ça à peu près une vingtaine d'années. Puis à un moment donné, le marché a été plus difficile, puis on a vendu un concurrent, tout simplement. D'accord. C'est quand même étonnant de voir tout ce qui a été fait, d'où c'est parti Nutrinor, où c'est rendu aujourd'hui. Ben, d'ailleurs, vous faites un portrait de Nutrinor en 2023. Oui, 2023. C'est au-dessus de 1000 employés quand même. Ben, comme je vous disais avant l'entrevue, à la base, c'est une des coopératives les plus importantes au Québec. 750 millions dessus de chiffre d'affaires en 2023. 750 millions, 3/4 milliard de dollars pour une petite coopérative qui a été fondée par quelques agriculteurs à Saint-Bruno. Là. C'est vraiment incroyable. Puis c'est montrer comment ces gens-là avaient du talent, avaient une vision incroyable pour créer un petit abattoir, comme on dit depuis le début, après ça, s'installer dans d'autres secteurs. Puis aujourd'hui, ben, Nutrinor, c'est une entreprise qui est vraiment très variée. On parle de l'essence, comme on disait, les quincailleries, les dépanneurs, il y a énormément de secteurs d'activité. Effectivement, là, on parle de juste dans l'agroalimentaire, 800 produits. Qui sont référencés. On pense qu'ils vendent seulement du lait Nutrinor. Absolument pas. Là, on parle de boulangerie, d'autres sources, de fromage, de lait, effectivement. Vous me faim, là. Oui. L'agriculture, évidemment, là, les meuneries, les centres de grains, l'engrais, les poulaillers, les pondoirs, l'énergie, ben, les haltes, évidemment, le transport, le propane, les énergies renouvelables. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Qui commence à peine dans ce secteur-là. Ouais. Exactement. Puis le commerce de détail qui est toujours là, les dépanneurs, les quincailleries BMR, les restaurants, oui, il y a un restaurant donc, à Alma, chez Perron aussi. Donc, c'est vraiment... qu'est-ce qui est... C'est très varié. Oui, c'est très varié. Est-ce que, selon vous, ça a été le secret non seulement de la survie de Nutrinor, parce qu'on le disait d'entrée de jeu, là, c'est quand même rare au Québec de voir une coopérative qui a une longévité aussi importante. Pour n'importe quelle entreprise, que ce soit une coopérative ou une entreprise privée, ce qui est le plus important, il y a deux choses. Il y a la créativité, puis il y a aussi l'adaptation. Parce que n'importe quelle entreprise qui ne s'adapte pas, entre autres, aux technologies, aux réalités économiques, politiques, elle va mourir tout de suite. C'est ces gens-là de Nutrinor, puis des ancêtres avant, comme je vous dis, adaptabilité et aussi l'intuition. Tu sais, ça a été un groupe de visionnaires aussi, ben ouais, il faut le dire. Oui. Ça a été des visionnaires vraiment. Puis c'est des gens qui sont toujours à l'affût. Tu sais, on le dit avec l'éolienne, ouais, on sait que c'est un secteur qui va être en forte croissance, mais il faut avoir quand même le courage de faire les études, de mettre l'argent là-dedans, les études, en sachant que ça se peut que ça ne fonctionne pas non plus. Puis, comme on l'a vu tantôt, il y a des secteurs qui se sont moins bien déroulés à moyen terme. Mais c'est ça, c'est des qualités que ces gens-là avaient au départ, puis ont toujours aujourd'hui. Puis, bon, on parle d'adaptabilité avec l'énergie éolienne, le développement durable. J'imagine que c'est quelque chose là, qui va aller en augmentant encore. Ah, ben ils n'ont pas le choix, parce que c'est ce que le consommateur veut. Tu sais, encore là, quand je parle d'adaptabilité, juste ce que le consommateur aimait dans les années 60, ça n'a aucun rapport avec ce qu'il aimait dans les années 80. Puis ce qu'il mange dans les années 80, ça n'a aucun rapport avec les exigences que les consommateurs ont aujourd'hui. Fait qu'encore là, une entreprise qui ne s'adapte pas, ben, elle ne vend plus, elle disparaît. Puis Nutrinor, justement, encore là, ça a été un souci important. Autant les consommateurs principaux qui sont les agriculteurs, mais les consommateurs qu'elle rencontre, à qui elle fait des propositions dans ses épiceries et ailleurs, c'est à l'écoute de ce que le consommateur veut, ce que le consommateur même exige.
puis elle lui fournit, tout simplement. Qui parle coopérative, parle sentiment d'appartenance à quelque part. Ça, c'est primordial. Oui, est-ce que, bon, Nutrinor est quand même une vaste coopérative, mais on connaît aussi beaucoup le sentiment d'appartenance des Saguenayens et des Janois à ce qui se passe dans la région. Est-ce que vous croyez qu'il y a un lien avec toute cette expansion-là et avec le succès de Nutrinor? C'est ça. Parce que, je veux dire, j'ai travaillé en histoire, ça fait presque 40 ans maintenant. Puis les gens de la région, ils ont une mentalité comme si on était sur une île. Comme si on était, tu sais, sur une île éloignée de tout, ce qui est un peu vrai dans le fond. Parce qu'on est comme une île. À la différence qu'on n'est pas sur une île, mais oui, effectivement. Oui, mais au lieu d'être un bateau, c'est ça. Au lieu d'être un bateau, c'est la route, c'est l'autoroute, dans ce cas-là. Mais on a cette mentalité-là de s'arranger nous-mêmes. Encore là, il y en a qui disent que c'est pour ça qu'on était plus indépendantiste qu'ailleurs. Ça, c'est un autre débat complètement. Mais c'est pour expliquer que, tu sais, au niveau politique, on croyait à l'indépendance plus que d'autres régions. Puis c'est la même chose au niveau économique. Ce qu'on se dit au niveau économique, c'est que ce qu'on fait ici, ça va coûter moins cher, admettons, acheter les grains puis les transformer, ça va coûter moins cher, puis on va plus avoir un produit dont on a besoin, dont on est fier. Puis ça a été comme ça dans tous les secteurs. Puis oui, on a une mentalité qui fait qu'on s'arrange par nous-mêmes. Oui, on a des partenaires économiques, puis on s'en occupe à l'extérieur. Mais ce qu'on peut faire nous-mêmes, c'est une fierté. En même temps, mais on fait plus de profit, il faut le dire. Oui. Oui, c'est les deux. C'est la fierté, mais c'est aussi le fait que c'est rentable. Je reviens au livre plus spécifiquement. Oui. C'est un livre qui n'est pas disponible partout, qui a été fait quand même en quantité limitée. En fait, on en a tiré 1000 exemplaires, mais les exemplaires, donc papier solide, sont seulement pour les membres et les employés. De Nutrinor. C'est ça. Par contre, tout le monde a accès à la version PDF électronique. Puis là, il s'agit d'aller sur le site de Nutrinor. Il y a un endroit précis où les gens, n'importe qui, même en Afrique, à Tombouctou, en Russie. La beauté de l'Internet. C'est ça. Puis les gens qui veulent le voir peuvent le télécharger sur leur ordinateur, sur leur tablette. Gratuitement? Oui, ça coûte absolument rien. Mais étant donné que c'est une coopérative, c'est un souci important pour Nutrinor que le livre soit accessible. Puis en même temps, la version solide, elle a été ou va être distribuée dans toutes les bibliothèques municipales, que ce soit même ici à Dolbeau, à Saint-Eugène, à Sainte-Élisabeth. Chacune va recevoir une copie, puis à Ville de Saguenay, c'est la même chose. Toutes les bibliothèques municipales ont reçu ou vont recevoir sous peu l'ouvrage. Donc, c'est intéressant. Les gens pourront, pour ceux qui sont moins habiles avec Internet, qui préfèrent, il y a encore des gens qui préfèrent. J'en suis un. Moi aussi, j'avoue. J'aime bien tenir le livre entre les mains. Puis il y a l'odeur, puis je sais pas, j'aime pas lire les livres sur tablette, j'aime pas ça. Je suis traditionnel. Donc, pour ceux qui le veulent, pourront le consulter dans leur bibliothèque. Et les chanceux qui sont membres ou employés de Nutrinor en auront une copie particulière. Qui vont pouvoir prêter à leurs amis et à leurs parents après. Merci beaucoup, M. Côté. Déjà? Oui, déjà. Ça a été un plaisir. Je ne pensais pas que ça allait passer si vite. Mais tant mieux. Merci, comme je disais, de m'avoir invité. Parce que ce que les gens, dans le fond, peut-être pour conclure, vont s'apercevoir que les ancêtres de Nutrinor puis Nutrinor, dans le haut du lac ici, ça a été quand même aussi important. On pense aux trappistes de Mistassini avec lesquels on fait affaire. On les voit d'ailleurs, non? Oui, c'est ça. La fromagerie de Normandin, qui a été une des fromageries les plus importantes longtemps de la région. Tu sais, les gens vont s'apercevoir que dans le haut du lac, étant donné que l'agriculture est très forte, entre autres au niveau de l'industrie laitière, même la coopérative agricole de Normandin, au niveau des grains, en tout cas, les gens vont voir que le haut du lac n'a pas été oublié dans ce livre-là. On en parle beaucoup. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'était vraiment le fun. Merci pour l'entrevue. Alors, on vous invite à aller consulter le livre Nutrinor, une coopérative hors norme, qui est disponible en format électronique sur le site de Nutrinor et dans les bibliothèques aussi municipales.
C'était notre dernier épisode de cette saison d'hiver 2024. Donc, en attendant de vous retrouver à l'automne, on vous invite à regarder nos émissions en rediffusion ou encore sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas que nous sommes aussi disponibles en format balado. Merci et à la prochaine.